de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. Quelles sont les conséquences de l'élection de Donald Trump au Sénégal et en Afrique sur le plan économique, social et culturel? Est-ce le début de la montée du nationalisme dans le monde? Comment le Sénégal et l'Afrique doivent-ils prendre leur destin en main? Pour en parler, Remue Ménage reçoit ce dimanche 13 novembre de 10h à 11h Ousmane Sen, directeur de WARC, spécialiste de la civilisation américaine, et Gilles Yabi, économiste et analyste politique, directeur de Wati, un think tank africain. Remue Ménage, 10-11, Alassane Samba Diop, dimanche 13 novembre, sur la RFM, Radio Futur Média. Dimanche 13 novembre 2016, merci encore de votre fidélité. Avec nous, Gilles Yabi, président de Wati, un think tank africain, club de réflexion, économiste et analyste politique, et Ousmane Sen, directeur du WARC, West African Research Center, centre africain de recherche pour l'Afrique de l'Ouest, spécialiste de la civilisation américaine. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. L'élection de Donald Trump est comme un séisme en Afrique et à travers le monde. On en parle partout, dans tous les médias occidentaux et les médias du monde, si on ose dire. Donald Trump continue à tenir le haut du pavé en Afrique. Julie Yabi, l'élection de Donald Trump, quelles sont les conséquences économiques que cette élection peut avoir pour le Sénégal et l'Afrique en général? Bonjour, je pense que il est difficile justement de vraiment se prononcer sur les conséquences économiques de la présidence Trump. Précisément parce qu'on ne sait pas grand-chose de son programme. Je pense qu'il faut faire une distinction entre Trump candidat, dont on a vu les déclarations sur plusieurs sujets, surtout de politique intérieure américaine, mais dont on a vu également les déclarations sur la politique étrangère avec beaucoup de contradictions, beaucoup d'imprécisions. Donc maintenant on a un autre Trump, on a un Trump qui est président élu des États-Unis, qui va faire fonction en janvier, et je crois que une bonne partie de son programme va maintenant dépendre de ses relations, de ses discussions avec le Parti républicain, dont il a quand même été le candidat, mais dont on sait qu'il a aussi, disons, eu des relations assez difficiles à l'intérieur de ce parti. Donc sachant comment se formule la politique américaine, la politique étrangère américaine, y compris la politique économique, je crois qu'il ne faut pas oublier que Trump ne sera pas le seul à décider. Il y aura derrière des républicains, il y aura derrière des gens qui connaissent les programmes qui sont en place. Il y a AGOA sur le plan commercial, qui est un programme important. Il y a le Millennium Challenge Corporation, qui eux aussi le cadre à travers lequel les États-Unis accordent leur aide à différents pays, beaucoup de pays africains. Un cadre qui est quand même très formaté, calé sur la bonne gouvernance, un certain nombre d'indicateurs. Et donc, je pense qu'il n'y aura pas une remise en cause immédiate de tous ces mécanismes, mais il va y avoir, on l'espère en tout cas, une réflexion un peu posée pour savoir effectivement s'il faut continuer ces programmes, s'il faut les amender, peut-être il faut les supprimer. Mais je crois que pour terminer pour l'instant, je crois que Donald Trump a été élu d'abord par une très grande, disons, une classe d'Américains qui se trouve déclassé sur le plan social. Et je pense que il va essayer de répondre d'abord aux attentes de ces Américains-là. Et en fait, pour eux, c'est pas tellement l'Afrique qui compte. Pour eux, c'est les relations avec la Chine, c'est les relations avec des grands pays qui ont pour conséquence, d'une certaine manière, la perte d'emploi et peut-être la désindustrialisation d'un certain nombre d'États aux États-Unis. Et je crois que Trump va être beaucoup plus focalisé sur cette politique intérieure-là, avec sans doute des implications pour les relations économiques avec les grands partenaires commerciaux de la Chine, y compris le Mexique, etc. Mais à nouveau, l'Afrique compte assez peu dans cette dimension-là.
Ousmane Sène, l'Afrique compte assez peu, mais il y a des programmes américains quand même en Afrique, Millennium Challenge Corporation, la GOA, entre autres, qui font des programmes, même Africa PAO avec Barack Obama. Aujourd'hui, est-ce que l'élection de Donald Trump peut remettre tout ça en cause? Je ne suis pas très sûr. Avant de répondre directement, j'étais en train de réfléchir sur ce monsieur Trump et son nom de famille, Trump, ça signifie quelque chose quand vous essayez de voir dans la langue anglaise. Trump, ça rappelle Trump Card. Vous savez ce que c'est qu'un Trump Card? C'est une pièce maîtresse, une carte maîtresse ou un atout. Alors, Trump qui a déjoué les pronostics de tout le monde, qui est parvenu là où il est-ce que il n'est pas une pièce maîtresse, il n'est pas une carte maîtresse. Mais de l'autre côté, si vous faites de Trump un verbe, alors vous avez autre chose de différent. Trump up, ça veut dire inventer de toutes pièces. Compte tenu de la campagne, ces différentes modulations autour de Trump, c'est tout à fait intéressant. Mais pour venir à votre question, je crois que là, vous êtes en train de parler de programme du gouvernement américain. La tradition est que ces programmes-là ne changent pas. Il se peut qu'il y ait plus d'investissement dans tel ou tel secteur. Il se peut par exemple que tel gouvernement ou tel régime donne beaucoup plus de possibilités à l'USAID d'intervenir dans le monde et en particulier en Afrique. Mais fondamentalement, le fait que l'USAID soit en place et gère la coopération économique, cela ne change pas. Il peut y avoir des volumes plus ou moins important d'investissement des fonds publics, mais fondamentalement, les choses ne changent pas. Je l'avais dit l'autre jour, le Sénégal a un second bail avec le MCC, mais ça va continuer, c'est déjà réglé, on ne revient pas là-dessus. Par contre, vous avez commencé par dire, oui, les investissements. Il faut, et je suis d'accord avec mon ami Giriabi, le gouvernement américain ne fait que baliser le chemin, que faire de la facilitation pour les investisseurs privés. Ça c'est clair, les investisseurs privés sont libres d'investir où ils veulent, mais dans le même temps, on a entendu Donald Trump dire qu'il fera en sorte que ces entreprises américaines-là qui font de la délocalisation, que ces entreprises ramènent leur unité industrielle aux États-Unis pour que les Américains puissent trouver un travail et être prospères et espérer avoir le rêve américain. Il y aura des changements certainement dans le monde, mais pas beaucoup par rapport à l'Afrique. Regardez, tout ce qui concerne la Chine, il a dit qu'il faudrait qu'on équilibre la balance commerciale. C'est trop avantageux pour la Chine. Et il faut le faire. NAFTA, c'était quoi? C'est le North Atlantic Free Trade Agreement. C'est l'accord de libre-échange entre le Canada et le Mexique et les États-Unis. Il faudra revoir ça. Il a menacé les États membres de l'OTAN. Nous assurons beaucoup trop votre sécurité. Il va falloir que vous investissiez davantage dans votre propre sécurité et que nous vous accompagnons. L'accord sur le nucléaire iranien, ça va peut-être bouger ou changer. La Corée du Nord, avec cette situation et ce monsieur-là qui fait des choses, je ne sais pas comment les qualifier, ça va changer. L'autre donne, c'est ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Irak. Ça aussi, il y aura certainement des changements, ainsi que la Turquie. Notez que le président turc a été parmi les tout premiers à envoyer des félicitations à Trump, et notez que Gulen, qui a fait cette tentative d'attentat de coup d'État manqué, réside aux États-Unis. Donc voilà les domaines dans lesquels des changements majeurs vont intervenir. Pour l'Afrique, s'il y a changement, j'ose espérer, sera le renforcement des liens économiques et commerciaux avec les États-Unis. Oui, il y a eu quand même des propos que Donald Trump a tenus pendant sa campagne concernant les musulmans, les immigrés, entre autres. On sait qu'il y a énormément d'immigrés africains aux États-Unis. On parle du Sénégal, on évalue peut-être à 1,8 million de Sénégalais qui seraient aux États-Unis un peu éparpillés. Ces gens-là sont inquiets aujourd'hui. Parce que c'est vrai que le Donald Trump candidat a modéré son discours en tant que président élu, mais dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour ces immigrés qui, beaucoup d'entre eux, aident ceux qui sont ici au Sénégal? Oui, je crois de toute façon que les discours de campagne de Donald Trump sont de nature à inquiéter, et je crois que ce serait prendre beaucoup de risques que de considérer qu'ils n'ont jamais existé. Il y a des éléments de ces discours qui vont transparaître dans sa manière de gouverner les États-Unis, et donc il va
il va falloir rester attentif par rapport à ce que va faire Donald Trump. Je crois que par rapport à la question de l'immigration, d'abord c'est vraiment l'immigration illégale. Il y a beaucoup d'immigrés aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes installées aux États-Unis de toutes les origines. C'est un pays d'immigration et donc il ne s'agit pas de remettre en cause le principe même de l'immigration. Au moins aux États-Unis, il y a une tradition. Ils sont conscients du fait que c'est un pays qui a été construit par l'immigration et donc personne ne peut remettre en cause ce principe-là et la tradition aussi d'accueil des États-Unis. Maintenant, effectivement, sur la question de l'immigration illégale, il y a un discours extrêmement dur de la part de Donald Trump, mais il était très focalisé sur les pays les plus proches, sur les Mexicains en particulier. Il y a des discours extrêmement violents sur les Mexicains. Et là encore, ça fait le lien avec ce que je disais, c'est-à-dire que pour Donald Trump, le plus important était de gagner cette élection et donc de parler aux classes populaires. Et ces classes populaires pensent que parmi les sources de leur désarroi sur le plan économique, il y a effectivement le fait qu'il y ait beaucoup d'immigrés et d'immigration illégale venant notamment des pays latino-américains et de l'Amérique, disons de l'Amérique centrale. Donc à partir de ce moment-là, pour les Africains, il y a une inquiétude qui est légitime parce que lorsque vous avez un discours politique, vous avez malgré tout des signaux qui sont donnés à la société, des signaux qui sont donnés aux forces de sécurité aussi, par exemple. C'est pour ça que les discours politiques, même lorsqu'ils visent simplement à gagner une élection, il doit avoir des limites, il doit avoir des garde-fous, parce qu'effectivement, le comportement, notamment des forces de sécurité, de toutes les institutions de l'État, peut changer lorsque vous avez un président qui a un discours aussi, aussi radical, qui peut inciter les gens effectivement à se dire, maintenant on va peut-être à la chasse vraiment à l'immigration illégale. Donc voilà, il faut rester attentif. Mais à nouveau, il faut aujourd'hui vraiment faire une distinction entre ces discours de campagne et la réalité. Mais cela me permet de dire quand même, pour moi, c'est pas forcément le sujet qu'on discute beaucoup. On parle des implications pour l'Afrique, mais quelles sont aussi les leçons pour l'Afrique en termes de système politique? Je crois qu'il faut aussi en parler parce que le fonctionnement de la démocratie américaine érigé comme modèle, je pense qu'il faut le questionner aujourd'hui par rapport à cette manière de faire de la politique. On va revenir sur ce point bien précis. Mais avant cela, quand Donald Trump était à New York en tant qu'homme d'affaires, il s'est attaqué directement aux Sénégalais. Oui, on m'a raconté cette histoire-là. Je crois que la portion ou la partie de l'Afrique qui peut-être pourrait légitimement avoir des craintes, c'est justement les émigrés. Mais ça n'aura pas commencé avec Trump seulement. Rappelez-vous, au lendemain de 9/11, du 11 septembre 2001, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement américain a voté ce qu'on appelle le Patriot Act, et qui compliquait la situation d'abord de la sécurité. Quand vous entrez aux États-Unis, les procédures étaient extrêmement longues, je n'ai jamais vu ça toute ma vie. L'autre élément, c'est que ça devenait plus difficile de s'installer aux États-Unis. Je disais, et je le discutais souvent avec mes étudiants, jusque dans les années 90, si vous avez la chance de prendre un avion et d'atterrir sur le territoire américain et que l'immigration vous fasse sortir de l'aéroport, vous pouvez dire « je suis sauvé ». Parce que vous pouvez facilement trouver un travail, même si vos papiers, vous ne les avez pas. Tant que vous n'avez pas fait une bêtise quelque part, la police américaine ne vous interpelle pas. Impossible. Parce que s'ils le font, vous pouvez même intenter un procès contre eux. Qu'est-ce qu'il fallait? Attendre tranquillement de vous installer quelque part et d'être stable. Demandez la green card, la carte verte, on vous la donne et quelques années plus tard, vous avez le passeport. C'était très facile. Même pour les étudiants, vous pouviez travailler et financer vos études. Tout ça, c'est parti avec le Patriot Act. Donc, dans la situation des émigrés est encore plus difficile maintenant qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Est-ce que Donald Trump va prendre des mesures qui vont faire que ce sera beaucoup plus contraignant maintenant pour les émigrés de s'installer tranquillement aux États-Unis? Il faudra attendre pour voir. Mais il y a quelque chose dont les gens ont parlé. Je suis sceptique par rapport à ça. C'est-à-dire que Donald Trump et son gouvernement se hasardent à prendre les immigrés qui sont dans une situation illégale et les mettre en fournée dans des avions pour les rapatrier. Ça, je ne suis pas très sûr de cela, compte tenu de la... Mais Barack Obama en a renvoyé beaucoup. Plus de 2 millions d'illégaux ont été renvoyés par Barack Obama. Oui, mais c'est ce qu'il dit, parce que Giuliani a insisté sur la situation illégale de ces gens-là.
quand vous êtes illégal, il n'y a pas à discuter. Mais quand vous êtes illégal et que vous trempiez aussi dans des pratiques qui sont douteuses, ceux-là qui vendent la drogue dans les rues de New York, je crois que ce genre de personnes, quand on les prend et qu'on les rapatrie, c'est tout à fait légitime. Mais des gens quand même qui contribuent, parce que même si vous n'avez pas vos documents, vous payez des impôts aux États-Unis quand même. Tant que vous travaillez, vous payez des impôts. On peut dire que ces gens-là contribuent à l'économie américaine. Donc, la stratégie de Barack Obama, c'était de voir comment régulariser ces gens-là. Maintenant, après les avoir régularisés, voir qu'est-ce qu'on va faire avec les nouveaux flux. Est-ce que finalement Donald Trump, qui est en train progressivement de changer son discours, parce que le Donald Trump de mercredi matin qui a parlé n'a rien à voir avec le Donald Trump qui insultait Hillary Clinton. Donc des changements sont possibles, mais bon, voilà. Oui, Jules, changer de discours, les gens le disent, mais est-ce qu'il ne faut pas faire très attention? Quand Trump a été élu, dans son site internet, la notion de musulman avait été enlevée et remise quelques jours après. Oui, il faut faire attention effectivement à ce propos sur le fait d'interdire l'entrée du territoire américain aux musulmans. C'était l'un des propos les plus polémiques et inacceptables de la campagne. Cela a été retiré du site et cela a été remis. Je pense que déjà bientôt il y aura probablement plus de sites de campagne. On est dans une on a un président des États-Unis qui va pas prendre fonction en janvier, donc il n'a pas encore pris fonction. Je crois que dans cette période de transition, il va se passer, disons, beaucoup de choses. Déjà la formation de l'équipe qui va conduire cette transition, et ensuite évidemment la préparation aussi de l'équipe qui va accompagner Trump dans son mandat. Et je pense que à nouveau les décisions qui sont prises sur les questions les plus importantes pour les États-Unis et pour l'image des États-Unis qui est aussi importante dans le monde, ces décisions ne vont pas être prises simplement par Trump. Maintenant, ces décisions vont être, disons, modulées par un ensemble de forces qui créent une certaine modération, qui vont conduire à une certaine modération de ces vues. Et à nouveau, le Parti républicain va jouer un rôle important. Les personnes qu'il va choisir dans son équipe aussi vont jouer un rôle important. Et là, c'est vrai que vous avez à peu près de toutes les possibilités. Vous avez des gens qui sont aussi radicaux que Trump. Vous avez des gens dans le Parti républicain qui ont des positions extrêmes, on va dire, sur ce type de questions. Mais vous avez aussi beaucoup de républicains, disons, qui ont une pratique politique plus ancienne dans le pays et qui sont conscients, évidemment, des limites qu'il faut fixer à ce type de discours, notamment le discours anti-musulman. Je pense que cette proposition, ce propos sur les musulmans, il est extrêmement inquiétant, mais là encore, c'était quand même très très largement un discours de campagne. Je ne pense pas que dans un pays où il y a, je ne sais pas combien de millions d'Américains et de résidents aux États-Unis qui sont musulmans, je ne pense pas qu'un pays qui est un pays de diversité, avec tous ses problèmes, et quand même c'est un pays à nouveau de diversité, je ne pense pas qu'il puisse avoir, disons, une politique qui vise une partie du pays. Et je rappelle aussi qu'il y a des lois. Malgré tout, il y a quand même des lois aux États-Unis. Il y a une Cour suprême, il y a des tribunaux, et donc il y a un certain nombre de décisions que le pouvoir exécutif peut prendre, mais qui peuvent être tout à fait cassées, disons, par la loi. Et je pense que ça, c'est aussi un obstacle qui va être mis à certaines des politiques, peut-être, que souhaiterait mettre en œuvre Donald Trump. Dans l'équipe que Donald Trump va proposer aux Américains, on trouve de vrais radicaux, ceux qui sont pratiquement à l'extrême droite des partis républicains, comme Giuliani, entre autres, parce qu'on se rappelle bien, après le 11 septembre, l'Arabie Saoudite avait voulu aider New York, que Giuliani était le maire, mais il a refusé cet argent. Et tout ça, ça peut contribuer un peu à radicaliser encore Trump, non? Oui, enfin, disons que bon, quand les gens ont commencé à mettre sur du papier les gens qui feraient partie du gouvernement, on a parlé effectivement de Rudy Giuliani, et on en a parlé en tant que éventuellement secrétaire d'État. Mais lui, il a déclaré que bon, s'il y a un domaine où il est expert, plus expert que n'importe qui, c'est le domaine de la justice. Qu'il soit à la justice ou qu'il soit aux affaires étrangères, effectivement, Giuliani est un radical de droite. Alors ça peut faire frissonner un tout petit peu, mais à nouveau, je crois que Gilles, ce qu'il dit est vrai. Le président américain et le gouvernement américain sont extrêmement bien encadrés. Les excès qu'on peut voir dans d'autres pays, on ne peut pas s'attendre à les voir aux États-Unis. Je rappelle que
je rappelle que la liberté de foi, la liberté de religion, c'est dans la Constitution américaine et personne ne peut enlever ça. Et je rappelle aussi qu'il y a eu dans l'histoire américaine beaucoup de situations où un homme tout seul, un citoyen lambda, s'est levé et a dit je vais intenter un procès contre le gouvernement parce que cette loi-là est une loi scélérate et une loi ingrate, mais la Cour suprême lui a donné raison contre l'État. Donc autant l'État est puissant, autant aussi l'État est peut-être impuissant. Il faudrait aussi penser à une loi qui est typiquement américaine, mais enfin vous pouvez traduire ça aussi en français, c'est un peu le délit de faciès. Ça s'appelle profiling. Si vous prenez quelqu'un parce qu'il est noir et vous dites qu'il a volé, sur la base que tout simplement la couleur de sa peau est noire, ça c'est du profiling. Le policier qui le fait risque d'être en prison plutôt que celui qui l'accuse. Donc si Donald Trump disait je vais cibler les musulmans et je vais faire en sorte qu'il ne soit plus difficile d'entrer aux États-Unis, ça c'est un profiling. Et à partir de ce moment, je crois que les gens peuvent parfaitement avoir recours aux possibilités que leur donne la loi pour pouvoir casser ces décisions-là. Je crois que fondamentalement, c'est vrai, les gens sont un peu frileux, pas aux États-Unis seulement, mais un peu partout dans le monde. Je dis, il faut attendre, parce que d'abord, le discours de Donald Trump est en train d'évoluer. Il y a un point sur lequel je n'aurais jamais pensé le voir varier. Mais c'est la loi de Obama qui s'appelle Obamacare. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne vais pas enlever cette loi totalement, je vais réfléchir. Il a une équipe là qui est en train de gérer la transition. Je crois que c'est à partir de janvier-février qu'on verra véritablement l'orientation politique de cette équipe-là. Je ne dis pas qu'ils se cherchent, mais je dis, enfin, ils ont dit les priorités, c'est d'abord les États-Unis et les Américains. Mais on verra. Mais justement, priorité, d'abord les États-Unis et les Américains. Comment comprendre justement la réaction des chefs d'État africains, comme par exemple Nkurunziza du Burundi et d'autres qui ont réagi automatiquement après l'élection de Donald Trump. Certains estiment qu'aujourd'hui, peut-être qu'avec le recentrage que Trump promet aux Américains sur les États-Unis permettra de laisser l'impunité un peu partout, en Afrique, comme la violation des droits de l'homme, au Burundi, un peu partout. Oui, vous avez raison. Je pense que effectivement, ce qui est marquant, c'est pas seulement l'élection de Donald Trump, c'est que cette élection vient après 2 mandats de Barack Obama. Donc, on a vraiment un changement radical au niveau du discours, au niveau de la personnalité. D'un côté, on avait un Barack Obama qui effectivement a suscité beaucoup d'espoir chez les Africains. Il n'y avait pas de raison spécifique pour ça, puisqu'il était président des États-Unis de toute façon. Mais c'est vrai que Barack Obama a, sur le plan des discours, a des mots très forts. D'ailleurs, des discours y compris aux États-Unis sur les questions raciales, par exemple. Barack Obama, chacun de ses grands discours était vraiment, disons, un discours axé sur des valeurs, avec du vrai contenu. Et avec, disons, des valeurs positives pour la société. Et sur l'Afrique, il avait également un discours de ce type-là, axé sur les valeurs, sur les droits de l'homme, sur les institutions, pour l'alternance, pour la bonne gouvernance. On se rappelle du discours à Accra, par exemple. Et c'est vrai qu'évidemment, ce discours, pour un certain nombre de présidents africains allergiques à l'alternance, qui sont assis confortablement depuis des décennies, c'est un discours, évidemment, qui leur posait problème. Surtout, les présidents qui ont fait plus de 35 ans de pouvoir, qui ont vu une alternance aux États-Unis se passer. Absolument, et qui sont toujours là, effectivement, qui voient plusieurs présidents américains passer, ils sont toujours en place. Mais et donc là, on a aujourd'hui Donald Trump, dont on a vu un peu la personnalité, dont on a vu les discours, et qui ne peut être difficilement dans une posture de donneur de leçons, de morale. Lorsqu'on voit tous les propos qu'il a tenus, qui sont racistes, parfois misogynes, on a quand même une personnalité, disons, qui clairement ne considère pas nécessairement comme fondamentale des questions éthiques, si vous voulez. Et donc il ne va pas mettre l'accent sur les droits de l'homme. Justement, ce discours de Donald Trump n'est pas une aubaine pour certains chefs d'Africains qui disent, écoute, il n'a aucune leçon à nous donner, compte tenu de ce qu'il a dit pendant la campagne, de son comportement, et puis il n'a qu'à s'occuper de son pays, nous on s'occupe de nos pays. Oui, non, c'est clair que c'est ce qu'espèrent en tout cas un certain nombre de chefs d'État. C'est clair qu'au Burundi, peut-être en République démocratique du Congo,
ailleurs en Afrique centrale, parce que c'est la région où il y a le plus, disons, peut-être des dinosaures encore en place, et où il y a des problèmes majeurs de liberté en ce moment. C'est clair qu'il préfère avoir Donald Trump que Barack Obama. Maintenant, à l'œuvre, à nouveau, il faut faire attention. Parfois, il y a des surprises. C'est une personnalité imprévisible, Donald Trump. Donc, on pourrait avoir des surprises, mais a priori, c'est quelqu'un qui va se recentrer sur les intérêts des États-Unis, c'est quelqu'un qui va se recentrer sur l'électorat américain, et à partir de ce moment-là, je pense qu'il ne va pas passer beaucoup de temps pour faire des discours sur les valeurs et sur la gouvernance en Afrique. Est-ce que Ousmane Sène, la façon dont Donald Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis nous permet aujourd'hui de questionner chez nous notre système démocratique? Oui, la façon dont il est arrivé permet de questionner nos systèmes démocratiques, en cela qu'il a pratiquement chamboulé la donne et, si vous voulez, secouer l'establishment. Autant on peut apprendre des choses qui sont des choses bonnes, autant aussi on peut rejeter d'autres choses. Je crois que une campagne qui a été une campagne exclusivement d'invectives et d'insultes, mais il faut être juste, c'est beaucoup plus lui qui traitait Hillary Clinton de menteuse, lying Hillary, et de Hillary Clinton la tortueuse, crooked Hillary. Mais du côté de Hillary Clinton, le discours a été beaucoup plus posé, peut-être même beaucoup trop conservateur, et ce qui a peut-être pu la perdre. Mais enfin, il a en tout cas remis en cause un certain nombre de choses qui étaient déjà établies. Et ça fait résonance d'ailleurs à ce qu'on a vu au Sénégal, comme quoi maintenant il peut y avoir des candidatures indépendantes. Voilà quelqu'un qui au départ, dont on disait dans les cercles républicains, on ne le connaît pas. On le connaît en tant que milliardaire, mais on ne le connaît pas dans la politique. Plus tard, il dit, que vous le veuillez ou non, je vais être candidat. Et ça a été une situation très compliquée dans le Parti républicain. Il s'est fait nominer, c'est-à-dire il s'est fait accepter comme candidat, et il est allé, il a gagné. Mais, voyez sa campagne. Quel est le grand républicain de nom connu de tout le monde, qui soit venu et soit sur l'estrade pour accompagner Trump? Très peu. Le gouverneur de la New Jersey, Christie, était là, c'est tout au départ, et même si on ne l'a pas vu, l'ancien maire de New York, dont on a parlé tout à l'heure, était là. Voilà, Giuliani. Mais à part ça, l'estrade était, la tribune était vide, il était le seul à se défendre. Et il l'a dit une fois, regardez, je suis tout seul, je fais ma campagne, personne ne m'aide. Par contre, de l'autre côté, vous avez Hillary Clinton accompagné par beaucoup de monde. Donc, toutes ces choses-là, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, mais ce qui se fera par la suite, ou ce qui s'est fait une fois qu'on a eu les résultats. Ça aussi, ça devrait être une leçon par rapport aux dirigeants africains. Parce que j'ai l'impression que nos oppositions ont trop souvent tendance à se cabrer. Tant que je n'ai pas le pouvoir, rien ne marche, rien n'est bon. Mais là, Hillary a perdu tout de suite, elle lui a téléphoné. Elle a fait un discours qui est un discours maintenant consacré, c'est-à-dire le discours qui accepte que moi j'ai perdu et que mon rival a gagné. Elle l'a fait. Barack Obama l'a reçu, ils ont eu des mots courtois, et tous ont dit, rangeons-nous derrière Trump, c'est notre président, rangeons-nous derrière lui pour son succès, parce que son succès est le succès des États-Unis. Ça, c'est une leçon extraordinaire que nos politiciens devraient méditer. Mais pour terminer, s'il vous plaît, permettez-moi de dire une chose, parce que ce que Gilles Yabi a dit est vrai. Donald Trump a réglé cette question avec les dirigeants africains. Un, il a dit la priorité aux affaires américaines. Deux, soyons moins critiques par rapport aux autres dans le monde. C'est pour ça que le Burundais était très content de lui envoyer un message. Et c'est pour ça aussi, on le dit par rapport à la Turquie. Mais les droits de l'homme seront là. Mais est-ce qu'il va défendre ces droits de l'homme autant que notre ami Barack Obama le faisait? C'est une question. Mais comment questionner aujourd'hui le système africain, démocratique africain, à l'aune de ce qui vient se passer aux États-Unis? Oui, il y a deux, il pourrait y en avoir plusieurs, mais je vais peut-être simplement m'arrêter à deux observations sur les leçons qu'on pourrait en tirer pour les systèmes politiques africains. D'abord, c'est une question qui pour moi me passionne et que je trouve fondamentale, parce que le système politique, la manière dont on l'organise, c'est ça qui va déterminer quasiment tout le reste, les politiques éducatives, toutes les politiques publiques. Et donc, c'est une question qui est centrale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le laboratoire d'idées que j'anime, le WATI, on a eu un débat sur les constitutions ouest-africaines récemment, et on continue à l'alimenter, parce que c'est une réflexion qui pour moi est centrale pour l'avenir de la région et du continent. Alors,
Évidemment, il ne fallait pas attendre l'élection de Donald Trump pour se poser des questions sur les faiblesses de la démocratie lorsqu'elle est essentiellement axée sur les élections. Pour moi, cette élection américaine, elle vient montrer que il y a une crise des démocraties représentatives à peu près partout, y compris, disons, dans les endroits qui sont considérés comme étant les modèles en la matière. Les États-Unis, les pays européens, on peut citer la France par exemple, où le niveau de la campagne à venir ne va pas nécessairement être non plus très réconfortant en termes de qualité de la discussion et du débat. Et donc, on voit très clairement qu'on a une crise de ces démocraties-là, qu'on considère comme étant des modèles. La pratique politique que nous observons depuis 10-20 ans de démocratisation et concevoir nos modèles politiques pour corriger ces pratiques-là. Et donc, se libérer de toutes les références qui sont un peu figées. Je crois que aujourd'hui, on a besoin, nous, de garder l'essentiel des valeurs démocratiques et on a besoin de construire des systèmes politiques qui soient à la fois démocratiques, mais qui nous permettent aussi de construire nos États. La chance que les États-Unis et les pays européens ont, c'est qu'en fait, ils ont construit leurs États, souvent d'ailleurs, avant d'avoir réellement construit un système démocratique réellement représentatif. Okay. Nous n'avons pas fini de construire nos États. On a même beaucoup d'États qui sont extrêmement faibles. Et le problème, c'est que nous sommes en train de pratiquer la démocratie d'une manière qui, finalement, nous amène toutes les tares, toutes les faiblesses de la démocratie. Hein. On voit ça dans les campagnes électorales, tout l'argent qu'on dépense, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment les hommes politiques sont financés, on ne sait pas s'il n'y a pas de l'argent de la drogue, on ne sait pas s'il n'y a pas de l'argent du crime organisé. Et donc, on a déjà tous ces côtés, disons, négatifs de la pratique politique démocratique telle qu'on l'observe, et on n'a pas les bénéfices positifs en termes de consolidation de nos institutions. Donc je crois que ça, c'est un vrai débat qui pourrait prendre beaucoup de temps, mais pour moi, cette élection vient simplement nous conforter dans l'absolue nécessité de réfléchir à nos modèles politiques. À nouveau, il ne s'agit pas de tout jeter, il s'agit de dire nous avons des problèmes qui sont peut-être plus complexes que les autres, parce que nous avons à nouveau des États qui sont faibles, des sociétés civiles qui sont relativement faibles également. Donc nous avons besoin de systèmes politiques qui soient beaucoup plus complexes, je pense, que ceux dont ont besoin aujourd'hui des pays qui ont déjà à nouveau construit la base, disons, de l'édification de leur nation. La deuxième observation, c'est d'observer quand même que si Donald Trump a gagné, c'est parce qu'il s'est adressé à un électorat qui est important aux États-Unis. Alors on dit beaucoup, ce sont les blancs, notamment des classes populaires qui ont voté pour Trump, mais bon, on est à peu près quand même au niveau de la moitié des électeurs, hein, même s'il arrive à gagner en fait le vote populaire, comme on le sait, mais c'est beaucoup de monde. Pour moi, ça veut dire, il faut pas considérer tout ce monde-là comme étant des gens, des ignorants, des racistes, etc. Je crois que il faut aussi mettre l'accent sur la nécessité pour les élites, dans tout, que ce soit aux États-Unis comme en Europe et encore peut-être davantage en Afrique, les élites qui sont déconnectées de la souffrance des populations, disons du désarroi et surtout de l'incertitude qui envahit beaucoup de gens qui voient des industries disparaître, qui voient leur économie locale s'effondrer, qui voient des emplois disparaître, et on leur dit c'est la mondialisation. En même temps, il y a de la croissance, en même temps, il y a de nouvelles technologies. Aux États-Unis, il y a Silicon Valley, mais en même temps, manifestement, il y a dans beaucoup d'États une situation économique extrêmement désastreuse. Donc, je crois que la leçon qu'il faut aussi qu'on en tire en Afrique, c'est que on ne peut plus se contenter simplement de discours un peu plats sur la mondialisation, sur la croissance, etc. Je crois qu'on a un besoin de ne pas simplement regarder la manière dont on vient au pouvoir, dans le caractère démocratique du choix des dirigeants, mais il faut aussi voir le fonctionnement démocratique de l'État. C'est-à-dire, en deux élections, comment est-ce que les gouvernants prennent en compte les préoccupations des populations et leur parlent, leur tiennent un langage de vérité et un langage disons, qui met l'accent également sur l'intégrité. Je crois que ça, c'est aussi une leçon qu'on doit en tirer. Sinon, on risque d'avoir aussi de très grandes surprises dans les pays africains lorsque, à un moment donné, il y aura de vraies révoltes de la part d'une population qui voit très bien les élites s'enrichir et les élites ne pas rendre compte.
Oui. Il parle de la déconnexion que certains leaders ont vis-à-vis du peuple. Si on regarde aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, les hommes politiques s'adressent beaucoup plus à des groupes organisés, aux marabouts, aux lobbies qui y vont. Mais si vous allez au fond du Sénégal, dans des villages qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'arrivent pas à manger, il n'y a aucun projet qui est mis en place pour permettre à ces gens-là de sortir de la misère. Est-ce que on peut voir en Afrique des gens comme Trump pouvoir capter cet électorat? Oui, je crois que c'est important. C'est ce que je dis toujours d'ailleurs. Et tout à l'heure, je me disais, si des journalistes pouvaient avoir des chaînes de télévision ou des stations de radio qui se préoccupent beaucoup plus des populations dans les campagnes, plutôt que de se concentrer sur Dakar et de dire tout est bon, ou de se concentrer sur Dakar et de dire tout est mauvais. Je crois que c'est le discours que l'on tient. L'opposition, c'est une opposition radicale. Rien ne va, tout est mauvais. Il faut tout changer ici et maintenant. La majorité, oui, on est en train de faire ce que personne n'a jamais fait au Sénégal. Mais la via média, c'est-à-dire le milieu, allez voir ce qui se passe au niveau des populations et pouvoir quand même en tenir compte pour réorienter. Je crois que ça manque fondamentalement. Et je crois que aussi il faut le reconnaître, en Afrique les choses ne sont pas quand même statiques. Il y a quand même une évolution par rapport à la situation de l'Afrique. Et je voudrais que cette évolution s'oriente vers quelque chose que j'ai observé à nouveau dans cette élection et au vu de ce qui s'est passé après que les résultats ont été donnés. Prenez un schéma. Il l'a dit et il a raison. Le vote populaire a été remporté par Hillary Clinton. Est-ce que ça a été une marche très grande? Je n'en sais rien. Et le vote des grands électeurs remporté par Donald. Donc, compte tenu du système américain, c'est Donald Trump qui s'impose comme président. Mais ce cas de figure, transposez-le dans n'importe quel pays africain. L'opposition aurait crié « On m'a volé ma victoire » et à partir de ce moment, brûler le pays. Mais ça ne s'est pas passé ici. Il est vrai qu'il y a encore des jeunes qui manifestent dans certaines villes. Il est vrai que dans l'Oregon, on a peut-être cassé quelques vitres. Mais dans l'ensemble, c'est des manifestations. Mais est-ce qu'en Afrique, au Sénégal, on passe au gagne-peu? Ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui ont quand même des droits, qui sont oubliés, qui n'ont pas, qui ont des problèmes d'accès à l'eau, à la santé et à l'éducation. En tout cas, Barack Obama, Donald Trump, je veux dire, il a pensé premier d'abord aux Américains qui souffrent de la situation de l'Amérique, c'est l'école bleue. Et il a promis de faire certaines choses, en particulier dans le Rust Belt, c'est-à-dire ces États très industrialisés du Nord. Et à partir de ce moment, l'environnement risque de perdre avec Donald Trump. Il y a deux secteurs qui risquent de perdre un peu avec Donald Trump. C'est le secteur de l'environnement et le secteur des droits de l'homme. Pour revenir à nos populations, enfin, je ne voudrais pas faire comprendre que oui, mais moi-même, je m'occupe beaucoup plus des pauvres que les autres. Non, il ne faut pas penser ça comme ça, mais comme c'est eux qui dirigent, il faut quand même qu'on insiste là-dessus. Je crois que le Sénégal n'est pas que Dakar. Le Sénégal, c'est Matam. Le Sénégal, c'est Ourossogui. Le Sénégal, c'est Toubacouta. Le Sénégal, c'est Sokone. Il faudrait que les politiciens, ceux de l'opposition, pensent, même quand ils font campagne, à aller dans le Sénégal des profondeurs. Mais l'opposition n'est pas aux affaires. Non, ce que je dis, est que les gens qui sont au pouvoir essaient aussi de faire quelque chose d'important par rapport à ces populations. C'est pour ça que des fois, quand je regarde des politiques crier à corps et à cri, oui, mais depuis 50 ans, ils sont là, c'est eux qui ont le pouvoir. Mais bon, les changements qu'ils promettent là dans leur programme, on ne les voit pas très souvent appliquer ça. Je crois qu'il faudrait quand même se dire que tous sont sénégalais, tous ont les mêmes droits et les mêmes aspirations et qu'on leur donne ce qu'on devrait leur donner. Julien, l'élection de Donald Trump, si on voit un peu ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe au Bénin, avec l'arrivée d'un homme d'affaires au pouvoir comme Patrice Talon, on parle d'Iberia avec Georges Weah qui est un candidat indépendant. Est-ce que c'est une lourde tendance qu'on peut voir en Afrique? Alors je sais pas si on peut déjà parler de lourde tendance, mais c'est clair que c'est une évolution notable et à laquelle il faut faire attention, parce que c'est une évolution qui est en fait le résultat de la manière à nouveau des pratiques politiques. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les pratiques politiques réelles. Comme la pratique politique réelle, c'est comment est-ce qu'on devient président concrètement.
plutôt que de regarder ce que disent nos constitutions, qu'on regarde réellement les trajectoires des présidents actuels dans beaucoup de pays africains et qu'on regarde comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Comment est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'ils ont réussi parce qu'ils étaient dans un parti et ils ont montré à l'intérieur de ce parti qu'ils étaient les meilleurs, avec une compétition interne? Est-ce qu'ils ont réussi parce qu'ils sont arrivés par coup d'État? Est-ce qu'ils ont réussi en gagnant une élection simplement parce que ils avaient en face quelqu'un dont le peuple voulait se débarrasser, qui était là depuis longtemps? Donc il y a plusieurs schémas. Mais je veux dire, la manière dont les gens arrivent au pouvoir est un élément clé qui nous renseigne sur les pratiques politiques. Or, il y a un élément fondamental, un facteur fondamental maintenant qui s'impose comme étant déterminant, c'est la richesse, c'est les moyens financiers. C'est absolument déterminant dans la capacité à devenir président. Et si on regarde aux États-Unis aussi, Donald Trump, s'il n'avait pas été milliardaire, je ne suis pas sûr qu'il aurait été capable de devenir président, être capable de prendre le parti et de se dire d'ailleurs, de menacer à un moment donné d'y aller, même sans le parti, parce qu'il avait les moyens de faire campagne, disons, tout seul. Et donc, en Afrique aussi, vous avez ce rôle de l'argent qui est devenu fondamental. Et il est fondamental dans un contexte qui est quand même très différent du contexte américain ou européen. Il est dans un contexte où les niveaux de revenus par habitant sont très faibles, où ceux qui sont riches sont vraiment disons, vivent dans un monde totalement différent de ceux qui sont pauvres. Donc vous avez une situation, un décalage tellement important au sein de la société que ceux qui sont vraiment très très riches en Afrique, effectivement, ont la possibilité soit d'accéder directement au pouvoir, soit finalement derrière et de tirer les ficelles et d'avoir vraiment le pouvoir. Et si on parle du Bénin, bon, Patrice Talon au Bénin était déjà en réalité dans le jeu politique avant qu'il ne devienne président, puisqu'on sait très bien qu'il a joué un rôle capital dans l'arrivée au pouvoir de Boni Yayi et même dans la formation de certains gouvernements sous Boni Yayi. Donc aujourd'hui, on a effectivement cette tendance-là, parce que l'argent joue un rôle prépondérant et parce qu'en face, tous les autres facteurs deviennent très, disons, pas très importants. Le deuxième facteur qui joue un rôle important dans les pays africains, dans beaucoup de pays africains, peut-être le Sénégal est une exception, c'est effectivement l'affiliation ethnique, les questions ethno-régionales, puisque ça aussi c'est un élément déterminant finalement du vote que des acteurs peuvent mobiliser. Donc lorsqu'on regarde ces réalités, ces pratiques, pour moi c'est sur ça qu'il faut se baser pour dire est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que lorsqu'on n'a pas un système qui organise l'émergence des acteurs politiques et des gouvernants, qui vont avoir beaucoup de pouvoir sur la vie des gens, est-ce qu'on peut s'attendre à des miracles sur le plan des politiques publiques? Moi, je ne pense pas. C'est pour ça que je plaide vraiment pour des réformes qui mettent l'accent, par exemple, de manière très claire, sur la dépolitisation de l'administration, faire en sorte qu'on ait des États qui fonctionnent. Et finalement, si accidentellement on a à un moment donné un président quasiment fou qui arrive au pouvoir, l'État continue à fonctionner, il ne s'effondre pas. Ça, pour pouvoir arriver à ça, il faut avoir une administration qui soit relativement dépolitisée. Il faut qu'il y ait une partie de l'administration qui continue à fonctionner et qui a un certain nombre de principes qui sont clairement mentionnés dans la Constitution. Et le deuxième aspect qui me semble important, c'est sur le plan politique, le financement des activités politiques. Si on n'a pas une législation claire, et là encore des principes fondamentaux dans la Constitution sur la régulation des activités politiques et la source de l'argent, on risque d'avoir en Afrique, de manière, disons, je veux dire, répandue, des pouvoirs qui arrivent avec le soutien d'une partie de l'économie criminelle. C'est très clair. Et les conséquences là sont extrêmement graves pour l'ensemble de la société. Dernière juste observation, pouvoir opposition, je crois aussi que sur cette question, nous nous sommes laissés embarquer un peu par le fonctionnement des pays que nous considérons comme étant nos modèles, surtout l'ancienne puissance coloniale pour les pays francophones, où on est maintenant dans un système où on a un pouvoir et on a une opposition au Parlement, et en fait l'opposition dans les parlements se bat juste pour remplacer le pouvoir. On n'a plus de débat. On n'a pas de vrai débat de politique publique. Nous avons besoin de débats de politique publique sur l'éducation, sur la santé, on n'a pas besoin simplement d'avoir le pouvoir et l'opposition simplement qui sont dans des postures rigides et critiques. On a besoin d'avoir un espace de débat public. Et pour moi, voilà, avoir un système qui n'est pas simplement organisé autour d'un pouvoir et d'une opposition, pour moi ne me pose pas de problème. Ce que je voudrais, c'est qu'on ait du débat public de qualité dans lequel les citoyens également peuvent avoir leur place. Des questions qui faut poser débat bientôt, c'est par rapport à la lutte contre le terrorisme. On a vu qu'avec Barack Obama, les Américains
prévoit d'ouvrir une base militaire au Niger. Les forces spéciales américaines sont aujourd'hui au Cameroun. Il y a des accords de défense que les États-Unis ont signés avec le Sénégal et d'autres pays pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que l'arrivée de Donald Trump, en voulant recentrer sa politique extérieure sur son pays, peut avoir des conséquences sur ces accords? Absolument. Je crois que c'est le secteur dans lequel on peut avoir une évolution de la situation. Mais permettez-moi de faire deux observations. En fait, dans le cas de Trump, il a beau être milliardaire, mais c'est pas son argent qui a financé sa campagne. Et il l'a clairement dit, et les gens l'ont clairement dit. Il est tout le temps dans le tweet. Il parle de 20 millions de personnes qui le suivent ou je ne sais quoi. Donc, dans le système américain, il y a les groupes d'intérêt qui sont là pour financer. Ni Hillary, ni Donald Trump n'a investi massivement de son propre argent pour faire sa campagne. Mais là, c'est un problème chez nous où les trafics d'influence sont extraordinaires. D'autre part, on relativise aussi le fait que peut-être ceux qui sont à des points à des trucs de décision soient politiques parce qu'il y a le système de dépouilles aux États-Unis. Ça s'appelle spoil system. Vous entrez, tout ce qui était avec l'équipe qui est sortie, vous les renvoyez. Donc on relativise un peu, mais il a parfaitement raison de dire qu'il faut équilibrer tout cela. Mais c'est votre question. Je crois que la doctrine républicaine et le slogan de Donald Trump, Make America Great Again, ça veut dire que bon, et plus le facteur du terrorisme, ces deux facteurs feront que bon, peut-être qu'il y aura de plus en plus une présence plus visible des États-Unis dans le domaine militaire. Et je voudrais dire, si véritablement il y a un domaine où on peut s'attendre à ce que les choses s'accélèrent, si tant est que l'Afrique est le ventre mou de la lutte contre le terrorisme, c'est de voir ce qui se fait au Cameroun se renforcer et les relations militaires avec un pays comme le Sénégal, qui est l'entrée vraiment par rapport aux États-Unis, se renforcer avec la... Peut-être... Bon, l'ambassadeur en a parlé l'autre jour, mais il a dit que bon, il n'y avait pas une présence américaine, en sens qu'une présence américaine, c'est une base que l'on construit et des soldats qui restent là en permanence. Mais même si on n'a pas ça, il faudra bien qu'il y ait quelque chose, par exemple, dans un pays comme le Sénégal, qui puisse permettre aux avions militaires américains de faire relâche ici avant de continuer dans l'intérieur du continent. Je crois que de ce point de vue, c'est presque sûr qu'il y aura une évolution de la situation allant dans une plus grande coopération militaire entre les États-Unis et un certain nombre de pays africains. Juliabi? Oui, je pense que les États-Unis ont un rôle particulier dans le monde et sur tous les continents. Ils ont une présence militaire. Donc en Afrique également, et l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme évidemment est un endroit important. On sait qu'ils sont concentrés beaucoup sur la Corne de l'Afrique avec la Somalie et avec l'utilisation de drones, y compris de drones tueurs dans cette région de manière très régulière contre les Chebab et d'autres groupes. En Afrique de l'Ouest aussi, bien sûr, il y a la situation dans le Sahel. Les États-Unis regardent ça de près et sont présents au Niger. Ils sont déjà présents au Niger avec une base au Niger discrète, mais enfin avec des drones qui sont d'observation, qui sont également au Niger, et il y a un renforcement de la présence américaine au Niger, donc dans l'optique sahélienne. Et il y a aussi cette présence beaucoup plus limitée pour lutter contre Boko Haram et aider le Cameroun notamment et le Nigeria dans cette lutte. Mais je pense que sur ces questions, à nouveau, c'est l'intérêt national. Je ne suis pas sûr que il y ait des bouleversements sur la politique extérieure des États-Unis en matière de défense et de sécurité, parce que il y a le Pentagone, il y a les militaires eux-mêmes qui sont aussi un groupe d'intérêt d'une certaine manière. Ils ont aussi des intérêts au dispositif militaire américain. Donc, je crois que sur ce terrain-là, il y a généralement des ajustements, disons, qui sont très très prudents. Il n'y aura pas de grands bouleversements. La nécessité de renforcer les Américains qui sont pauvres avec l'argent qu'ils doivent dépenser avec des programmes pour ces Américains-là pour lesquels Trump a été élu, et renforcer le budget de la défense, il y a un choix à faire. Oui, ça, vous avez parfaitement raison. Je crois qu'il y a des arbitrages qui vont être vraiment liés aux questions budgétaires. C'est-à-dire qu'effectivement, Trump a besoin d'argent pour ses programmes d'investissement. Il en annonce beaucoup à l'intérieur des États-Unis pour relancer justement les économies au niveau local. Et donc, pour lui, ça va être effectivement là où il pourra couper sur la politique extérieure des États-Unis. Effectivement, il y a des chances qu'il coupe assez largement. Alors, mais est-ce qu'il va couper sur une présence militaire américaine en Afrique qui n'est pas le plus gros poste pour la défense américaine? À nouveau, on a une crise majeure en Syrie. On est totalement dans quelque chose de beaucoup plus important stratégiquement pour les États-Unis. Et donc, je crois qu'effectivement, on peut voir un recentrage sur les dossiers les plus importants. Et les dossiers les plus importants, malgré tout, ce n'est pas l'Afrique pour les États-Unis. Pour les Européens,
qui sont beaucoup plus près, géographiquement de l'Afrique. Évidemment, la situation dans le Sahel, par exemple, est une menace beaucoup plus immédiate pour les Européens que pour les Américains. Et bien, c'est pour ça que les Américains, finalement, sont assez contents d'avoir une sorte de répartition des tâches, où la France est très très présente en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, joue les premiers rôles, et les États-Unis sont là. Ils jouent un rôle important, mais ils ne veulent pas nécessairement jouer les premiers rôles parce qu'ils sont engagés sur beaucoup d'autres fronts plus importants pour eux stratégiquement. Mais est-ce qu'au fond, la question, c'est pas aux dirigeants africains qu'il faut la poser, de développer leur pays, de travailler, de rendre meilleur leur pays, au lieu de tout le temps tendre la main? Mais c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. La réaction de l'ensemble de la classe politique américaine donne une leçon. On est parti, on a été dans une campagne. La campagne a été très chaude, la campagne a été très dure et violente, verbalement. Maintenant que c'est terminé, ce qui nous intéresse, c'est les États-Unis d'Amérique et les citoyens américains. Tous l'ont dit. Et tous vont le faire. Parce que même le président Obama a dit à Donald Trump, d'abord, pendant toute cette période-là, jusqu'au moment de l'investiture, régulièrement, Donald Trump sera briefé sur les grands dossiers pour que, quand il remplacera Barack Obama, que tout se passe dans une transition smooth, c'est-à-dire où il n'y a pas de heurts. Hillary Clinton elle-même s'est portée volontaire pour travailler avec Donald Trump. Mais il n'y a pas plus meilleure leçon de citoyenneté et de sens civique que ce qu'on a vu. Que les gens donc s'en inspirent plutôt que de s'invectiver tout le temps. Et c'est visible au Sénégal, le discours politique noie tout. Il y a ce truc citoyen qu'il faudrait qu'on développe. Julia Bi, pour les Africains aujourd'hui, est-ce que il n'est pas temps qu'ils s'occupent de leur pays d'abord avant de compter sur les autres? Oui, je pense que Ousmane Sène Kenami a tout dit. Travail, connaissance, intérêt général. Pour moi, ce sont les trois éléments qui sont importants, et les trois éléments d'ailleurs qui sont importants pour le think tank citoyen que j'anime. C'est travail, nous devons travailler. Il n'y a pas de miracle. Si on veut améliorer la situation économique dans le pays africain, il faut qu'on travaille davantage et surtout qu'on ait, qu'on récompense le travail, qu'on fournisse les bonnes incitations, qu'on récompense ceux qui travaillent et produisent pour la collectivité plutôt que ceux qui se saisissent simplement de positions de rente. Deuxièmement, les connaissances. Il faut qu'on se renseigne sur nos États, sur nos pays, sur notre région, sur notre continent, mais aussi sur le reste du monde, parce qu'on est dans un monde interconnecté. C'est pour ça que suivre ce qui se passe aux États-Unis, malgré tout, a un devoir aussi pour nous. Et c'est très important de savoir comment se porte le monde, comment se dessinent les rapports de force. Troisièmement, intérêt général, et là Ousmane Sène vient de le dire, aux États-Unis, il y a une conscience de l'intérêt général. Malgré l'animosité de la campagne, on voit aujourd'hui, sur les questions d'intérêt national, Barack Obama, Hillary Clinton, Donald Trump, les républicains qui étaient fâchés contre Trump, tout le monde va s'entendre, disons, sur le minimum. Ils vont continuer à débattre, à s'affronter politiquement, mais sur le plus important, c'est très clair. Il y a un espace pour l'intérêt général des États-Unis, et il faut que dans nos pays aussi, il y ait un espace pour l'intérêt général et qu'à nouveau que les élites aient cette responsabilité de fournir les bonnes incitations. Voilà, Julia Bi, président de Wati, un think tank club de réflexion économiste et analyste politique. Merci. Ousmane Sène aussi, directeur du WARC West African Research Center, centre africain ou africain pour la recherche. Merci, spécial de la civilisation américaine. Merci à Vincent Diop qui est à la technique. Meko Alassane Samba Diop, excellent dimanche à tous. Merci. Merci. When your heart's not open.